Écrire une chanson pour un James Bond, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est le nœud papillon là qui me fait rire, là, genre je suis James Bond. Bah, vous avez le même, hein. Ah oui, tiens. Et de toutes les chansons composées pour les génériques de l'agent 007, il en est une totalement unique, franchement originale, complètement survoltée et qui ne sonne comme aucune autre chanson de James Bond. Quoi encore? Bah on retrouve quand même dans Live and Let Die quelques éléments signatures de l'univers James Bond. Ça se discute, on va voir ça tout de suite. Petit rappel qui a son importance, c'est avec Dr No en 1962 que l'on découvre le thème de James Bond. Un instrumental signé Monty Norman qui reprend comme base un air qu'il avait composé pour une comédie musicale à l'ambiance Bollywood et qui au final ne verra jamais le jour. Ce thème sera ensuite arrangé par John Barry qui reprend quant à lui des accords qu'il avait composés pour le titre Pour Me de Adam Faith. Ouais, enfin bon, ces trois accords, c'est pas de lui, hein. Comment ça? Bah le na 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 na, bah c'est pas de lui, ça vient du morceau Nightmare composé par le jazzman Artie Shaw. C'est vrai que c'est pareil, mais il faut dire que ce type de progression est très courant dans le jazz. À l'époque, il est d'ailleurs utilisé dans pas mal de morceaux. Bon, d'accord, super. Et sinon, ça sert à quoi de savoir que ces trois accords se baladent un peu partout? Eh bien, c'est important parce que ces trois accords utilisés dans Dr No vont devenir cultes et serviront dès le troisième film de la franchise de fil conducteur pour la plupart des chansons d'ouverture des James Bond. On les entend dans les titres de Tom Jones, de Nancy Sinatra, de Louis Armstrong et bien sûr dans les deux interprétés par Shirley Bassey. D'accord, non mais là on parle pas de ces chansons là. Non, mais pour parler correctement de celle qui va suivre, il faut savoir en quoi elle a créé sa petite révolution. Ok monsieur, je sais tout. Alors qu'est-ce qui se passe après? Eh bien après, il y a du changement. Déjà, John Barry en a un peu assez de faire la musique des James Bond. Ouais, bien sûr, il serait pas plutôt embrouillé avec les producteurs en vérité? C'est vrai qu'il réclamait pas mal d'argent et que les producteurs, Harry Saltzman et Albert R. Broccoli, l'ont peut-être un peu mis de côté. Toujours est-il que pour occuper le siège vacant, c'est à George Martin que l'on s'adresse. Attends, ça me dit quelque chose là, il a pas travaillé avec un groupe connu lui? C'est en effet le producteur historique des Beatles, il y a donc fort à parier que les producteurs de James Bond aient pensé à lui pour ses talents d'arrangeur, capable de moderniser le thème de 007 sans le dénaturer. Faire du neuf avec du vieux quoi. Et évidemment pour composer la chanson titre des nouvelles aventures de James Bond, George Martin se tourne vers... Vers les Beatles bien sûr. Ah bah non, pas possible, au début des années 70, les Beatles sont séparés. Quoi? Les Beatles sont séparés? George Martin se tourne vers le grand Paul McCartney, sauf qu'à l'époque, c'est pas la grande forme pour Maca. Maca? C'est quoi Maca? C'est le petit sobriquet affectueux donné à Paul McCartney. Après sa séparation d'avec le plus grand groupe du monde, le pauvre Maca est un peu déprimé et enchaîne les coups durs. Aidé par sa femme, il enregistre un album solo jugé brouillon par la critique, puis un second, guère mieux accueilli. Bah c'est bon, c'est plié, jamais il remontera la pente. C'est alors qu'il décide de former un nouveau groupe baptisé Wings, et inspiré par la rapidité avec laquelle Bob Dylan a enregistré son dernier album, McCartney veut faire pareil. Très bien ça, super idée, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Oui, sauf que cet album aussi est très mal accueilli. Bah c'est bon, c'est plié, jamais il remontera la pente. McCartney n'a donc pas vraiment le choix, il lui faut un tube pour renouer avec le succès. C'est mort, je te dis. Donc quand George Martin le contacte, c'est carrément une aubaine. L'étendard James Bond, c'est du pain béni, d'autant que McCartney rêve depuis toujours de composer une chanson pour 007. Comme de par hasard. On se presse donc de lui faire parvenir le roman Vivre et laisser mourir, écrit par Ian Fleming et dont le film est l'adaptation. Envoyer le scénario, ça aurait pas été plus malin? Oui, mais à ce moment-là, le script est encore en cours d'écriture. Donc Paul lit le roman en une journée et imprégné par l'histoire, il se met au piano. Bon bah là, vu l'enjeu, j'espère qu'il a pris son temps, Maca, qui s'est pas précipité comme les trois albums précédents. Bah, en gros, il compose presque l'intégralité du morceau en l'espace d'une soirée. Non mais c'est pas vrai, le mec ne tire aucune leçon de rien quoi. Alors clairement, avec son morceau, McCartney veut innover. Oulala, ça va plaire aux producteurs ça? Ben eux aussi innovent déjà un peu. Roger Moore remplace Sean Connery dans le rôle de l'agent secret. Moi je m'appelle Bond. James Bond. Le ton se veut plus léger avec de l'humour typiquement british. J'ai le
Tel magnétisme, chérie. James Bond ne boit plus de vodka martini, mais du whisky, il ne fume plus de cigarettes, mais des cigares, et son célèbre pistolet Walter P.P.K. devient 38 hors série, Smith & Wesson. Ouais, bon, c'est pas non plus la révolution, hein. C'est vrai qu'à côté de ce que McCartney veut faire avec son morceau, c'est petit bras niveau innovation. C'est-à-dire Déjà, l'ex-Beatles ne veut pas reprendre les 3 accords signatures de la saga. sacrilège. Et en plus, il introduit pour la première fois du rock dans cet univers. Attends, quoi? La musique du diable? Enfin, pour être tout à fait exact, il y a en fait 3 genres musicaux qui cohabitent dans ce morceau. Complètement foutraque ce truc. Déjà, à la manière d'un James Bond qui entre doucement en scène, tout démarre avec une sorte de ballade gracieuse dans un style slow rock typique de McCartney. La main droite qui plaque les accords tandis que la main gauche s'occupe de jouer la basse en alterné. Ça, on l'entend dans Hey Jude et Let It Be. Et ici dans Live and Let Die. Et puis on a 3 notes en suspens qui annoncent une première montée orchestrale et percutante. Et attends un peu là, ce passage, ce serait pas un peu les 3 accords signature de James Bond? Ouais, ça ressemble un peu, mais c'est pas les fameux accords. Mais c'est la même idée. Bah, pas vraiment, les accords signature c'est ça. Et là, ça fait ça. Ouais, mais c'est quand même la même idée. Bon, si vous voulez, il y a 2 écoles. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, McCartney se permet toutes les audaces parce que là arrive dans le morceau un moment rock tout bonnement hallucinant pour l'époque et pour un James Bond. L'orchestration de ces passages avec cuivre, percussions mélodiques, flûte et cordes, on la doit à George Martin. Bah oui, il allait pas laisser tout seul son pote McCartney. Les arrangements symphoniques, c'est son truc à George Martin. On se souvient de ceux d'Eleanor Rigby ou de Day in a Life. Eh bien là, Martin, il lâche les chevaux. Non seulement il fait venir un orchestre de plus de 50 musiciens, Aux frais de Paul McCartney, sympa. mais il invite aussi le célèbre percussionniste Ray Cooper pour rythmer le tout. Alors Ray Cooper, c'est un fou bourré de talent que tout le monde s'arrache, d'Elton John à Eric Clapton, parce que quand il tape sur des tambours, bah il fait pas les choses à moitié. Cet instrumental, aussi haletant qu'une course-poursuite, sera d'ailleurs utilisé dans le film lorsque 007 tente d'échapper à ses poursuivants en conduisant un bus à 2 étages. Et puis il y a aussi autre chose que McCartney veut intégrer à son morceau. Du clavecin. Bah quoi, j'aime bien le clavecin. En lisant le livre, Paul a noté qu'une bonne partie de l'histoire se déroulait en Jamaïque, et comme la Jamaïque, il aime bien, et ben il demande à sa femme de réfléchir à un petit interlude reggae, et voilà ce que lui propose Linda. Ne manque plus que les paroles, et là encore, Paul a une idée bien précise de ce qu'il veut. I didn't want it to be, so you got a gun, and now you go killing people, so live and let die. I just wanted it to be, let it go, don't worry about it. When you've got problems and everything, just live and let die, let it live and just let it go. Enfin, tout y est. Live and Let Die est enregistré en octobre 1973 au Air Studios durant les sessions de l'album Red Rose Speedway. 3 prises suffiront pour mettre en boîte ces 3 minutes intenses, pleines de rebondissements et de climats différents. Ah oui, c'est fou, cette chanson, c'est presque comme un film dans le film. C'est en effet un petit bijou aussi bien dans la composition que dans la réalisation, et pourtant certains apprécient moyen le résultat. Quoi? Non mais faut vraiment avoir des goûts de mec. En fait, ça coince un peu quand George Martin fait écouter le morceau au producteur Harry Saltzman. At the end of this, he said, by the way, who do you think we should get to sing the song? Ben, vous venez d'entendre Paul McCartney. Oui, fait Harry Saltzman, mais que pensez-vous de Thelma Houston? Elle est très talentueuse, oui, mais enfin, Paul McCartney. Ou alors Aretha Franklin, c'est bien, non? Fantastique, oui, mais enfin, Paul McCartney. En fait, Harry Saltzman veut une chanteuse afro-américaine pour coller avec l'action du film qui se déroule en partie à Harlem et à la Nouvelle-Orléans. Sauf que George Martin ne lâche rien et lui dit: Harry, t'es bien mignon, mais cette chanson, c'est Paul qui va la chanter, sinon... tu peux faire une croix dessus. Et là, Saltzman se souvient avoir renoncé à produire 4 garçons dans le vent en 1964 et que c'était une belle boulette, et comme il ne veut pas d'un deuxième acte manqué, il donne son accord. Même s'il avouera préférer largement la version de Brenda Arnault. Car oui, dans le film, il existe une autre version de la chanson en mode soul. When you were young and your heart was an open book,
c'est pas mal non plus. Ah oui, tout à fait, c'est même très bien, mais niveau modernité, rien ne vaut la version de Paul McCartney. D'ailleurs, le public ne s'y trompera pas, le morceau se classe à la 2e place des meilleures ventes de disques aux États-Unis en 1973. Et la petite révolution ne s'arrête pas là. C'est vrai, puisque Live and Let Die sera la toute première chanson de James Bond à être nommée aux Oscars. Et il l'a eu? Non, c'est une chanson de Barbra Streisand qui l'a décroché, mais qu'importe, grâce à Live and Let Die, James Bond est entré dans une nouvelle ère et Wings a enfin vu sa carrière décoller. Sans compter que le morceau est devenu un classique. Tout à fait, indépendamment des multiples reprises, dont la plus célèbre est celle des Guns N' Roses. Live and Let Die est devenu un incontournable des concerts de McCartney. C'est même généralement le clou de ses spectacles avec des effets pyrotechniques impressionnants. Et puis pour nous Français, cette chanson reste à jamais le générique de l'émission politique L'heure de vérité. Aucun souvenir. Mais si, tous les invités politiques et sérieux faisaient leur entrée sur la musique de McCartney, sauf François Mitterrand qui a catégoriquement refusé cette arrivée pétaradante. Oh là là, pas d'humour. Et moi j'aime bien la version avec Shabba aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et aussi à vous abonner s'il vous plaît. Oh là là, c'est compliqué ça. Mais non, il suffit simplement de cliquer sur le bouton abonner juste en dessous et par la même occasion, n'hésitez pas à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Depuis que je me suis abonné à la chaîne Jules fait son cinéma, ma vie a changé. Je suis devenu un homme meilleur. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Sur un air de cinéma. Allez vas-y, fais-le, t'en crèves d'envie. My name is Bond. James Bond.